On se fait souvent dire qu'on est le Walt Disney de la lavande. Je pense que c'est vraiment parce qu'on pense à plusieurs petits détails, ce qui fait en sorte que l'expérience est complète. Alors, on est agriculteur parce qu'on cultive la lavande. On est transformateur. On est manufacturier parce qu'on fabrique nos propres produits. Et on fait de la vente au détail également et de la vente en ligne. On est surtout spécialisé dans les produits soins de corps, comme le lait pour le corps, la crème à main et les produits d'ambiance pour la maison, avec quelques produits ménagers aussi. Notre produit phare, c'est certainement l'eau de linge. Alors, c'est cette eau qu'on peut vaporiser sur les tissus, les têtes d'oreiller, parce que ça favorise le sommeil. Un autre de nos produits phares, ce sont nos bougies. Elles ont des mèches de bois. Alors, quand on les allume, ça crépite comme s'il y avait un petit feu. On a aussi une poudre qu'on met dans le bain, qui est une poudre lactée, qui fait un bain de lait, c'est comme Cléopâtre. Ce qui fait aussi notre succès et notre renommée, c'est qu'on a de nouvelles collections qui apparaissent souvent. Le site agrotouristique, c'est 1 kilomètre de lavande, qui équivaut à 100 000 plants de lavande. En plus, on a rajouté plein de trucs le fun. C'est plein de petits attraits qui font que l'expérience est agréable. On met des petites surprises un petit peu partout. On a beaucoup de codes QR. On a un audio guide aussi, donc avec des bornes qui donnent accès à des capsules audio qui vous expliquent la transformation de la lavande, l'histoire de l'entreprise. On savait qu'on avait déjà une région touristique intéressante parce qu'on est situé dans les Basses-Laurentides avec un bassin de population énorme. Si on l'avait étudié, on avait tout regardé ça, on savait déjà quel achalandage on pouvait avoir. En 2009, on a ouvert au public. On ne connaissait rien de l'entrepreneuriat là. On avait une grande qualité, la curiosité. On ne savait pas comment ça fonctionnait. On appelait les bonnes personnes, ils nous expliquaient comment ça fonctionnait, puis on le mettait en place. Alors, c'est grâce à tous ces gens-là et à notre curiosité qu'on a réussi à apprendre les bases. Tout le reste, c'est beaucoup l'instinct de Daniel, qui clairement avait la fibre entrepreneuriale en lui. C'est grâce à lui, là, tout s'est propulsé. Et quelle est l'audience typique pour les produits de la Maison de la Vente? On a une audience qui est un peu plus jeune, qui est dans la vingtaine jusqu'à la mi-trentaine. Puis on a une clientèle qui est un peu plus âgée, là, qui est plus dans le 45 et plus. Fait qu'il y a comme 2 générations. On est vraiment très, très près de nos clients. On a peut-être un petit côté control free, dans le sens qu'on aime ça, garder le contrôle sur le discours sur nos produits. Mais je pense qu'on chérit trop la proximité qu'on a avec nos clients pour leur permettre d'aller acheter ça ailleurs que chez nous. Cette relation qu'on a avec la communauté, ils ont beaucoup suivi les étapes de croissance de notre entreprise, puis ils ont l'impression de faire partie du succès. Bon vendredi, Instagram, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une journée excitante, c'est une journée promo et nouveauté. Comment est-ce que vous avez bâti votre marque à travers les réseaux sociaux? C'est Marjolaine, ma sœur, qui est vraiment la chef de l'image de marque et des communications. Donc, la palme lui revient. Elle a bâti une communauté justement en étant assidue chaque jour, en leur parlant directement, en communiquant avec eux. C'est l'humain derrière le produit qu'ils veulent voir. Puis le produit est comme un prolongement de cette relation-là qu'on bâtit ensemble. Puis je pense qu'on est authentique, on le dit quand ça va moins bien, quand on a des défis, quand c'est pas toujours tout rose ou mauve là, dans notre cas. On le dit quand même quand on a des défis, puis souvent on va en parler, puis on va parler de comment on les a surmontés. Puis je pense que ça peut inspirer des gens. Au début de la pandémie, 2 de nos laboratoires sous-traitants nous ont laissé tomber pour faire des gels antibactériens, là, des gels
qui était très, très en demande au début de la pandémie. Puis nous, ça nous mettait vraiment en très mauvaise posture parce que ces laboratoires-là produisaient un de nos produits phares. Donc, on a perdu beaucoup d'argent. Alors, on s'est trouvé faire un petit laboratoire qui était ici à Saint-Eustache et qui était déjà un de nos sous-traitants. Elle nous a dit « Hey, accepteriez-vous d'acheter mon laboratoire parce que moi, je ne veux plus faire ça dans la vie? » Ben oui, quelle merveilleuse idée. Alors, on a acheté l'équipe, le matériel, l'endroit. Alors, en achetant le labo, on a réinvesti au sein de notre même entreprise et on s'est rendu moins vulnérable, plus autonome. Mais clairement, on avait besoin de plus grand. On ne fournissait pas à la demande. Notre chiffre d'affaires a explosé avec la pandémie et les ventes en ligne. On s'est retrouvé avec un revenu qui explose. On fait quoi? C'est clair qu'on allait le réinvestir dans l'entreprise, mais comment? Daniel et moi, on s'est dit qu'on va investir dans un bâtiment qui va abriter la Maison Lavande et la Fabrique des filles. Ça va être tellement plus efficace pour tout le monde. Puis, on va s'assurer que ce bâtiment corresponde à tout ce qu'on veut pour le bien-être des employés. Que les employés, le matin, quand ils se lèvent, ils aient envie de venir travailler chez nous. Et en déménageant, on s'est dit, on va en profiter. On va semi-automatiser certaines lignes de production. Puis, ça nous donnait aussi les ailes pour essayer de voir plus loin. Alors, comment on peut entrevoir maintenant l'exportation, la croissance au Québec, mais aussi la croissance hors Québec? La Fabrique des filles, c'est vraiment une entreprise manufacturière. Elle fabrique des produits cosmétiques. Son plus gros client étant la Maison Lavande, mais il y a aussi un 20 % qui sont d'autres entreprises qu'on appelle des marques blanches ou des marques privées. Donc, c'est un service de sous-traitance. C'est des clients qui ont déjà leur plan marketing, ils ont déjà leur image de marque. Puis nous, on va fabriquer les produits pour eux. Discuter des impacts de la transition vers le numérique pour une PME comme vous l'êtes. Nancy et Daniel avaient été vraiment avant-gardistes parce que c'était dès le jour 1 de la Maison Lavande, il y avait une boutique en ligne. Je pense que c'est exigeant parce qu'on n'a pas les ressources d'une très, très grande entreprise. On a implanté un ERP qu'on appelle, qui est un système intégré de gestion de l'inventaire, des achats, de la production, fabrication, comptabilité, des ventes. Donc, tout ça dans le même univers numérique. À partir du moment où il y a une vente, la commande est placée selon une route. Ils font jamais 2 fois le même parcours. C'est vraiment un parcours qui est l'intelligence artificielle, si on veut, là, donc qui a été montée par nous, là, parce que c'est nous qui avons fait les routes, mais tout ça est interrelié, puis ça fait comme une danse, puis au final, on a un produit fini qui sort. C'est vraiment un charme. Quelle est votre vision d'avenir pour Maison Lavande? Le monde, on va être partout. On essaie de voir ce qu'on peut faire au Canada anglais, les États-Unis. En fait, c'est qu'on ne se ferme aucune porte sur l'exportation. L'Asie, l'Europe, on est ouvert. Maison Lavande va continuer son expansion. Plus de boutiques, peut-être des boutiques différentes aussi. Puis pour la division manufacturière, bien, d'avoir encore une meilleure productivité, puis peut-être encore plus de clients. C'est quoi les barrières d'entrée pour pénétrer ces marchés-là? En fait, on les connaît mal, ces marchés-là, mais on connaît mal les outils aussi qui peuvent nous aider à conquérir ces marchés-là. On sait qu'il y a de l'appui de la part de nos gouvernements, par exemple, de certains organismes, mais on les connaît pas ou peut-être qu'il n'y a pas assez de missions commerciales pour nous amener à des marchés. Je sais pas, mais il faut qu'on nous prenne plus par la main. Parce que pour nous, là, ça semble être l'Everest. Dans tout ce qui est papiers légaux, transport, homologation des produits, les accords internationaux, ça nous semble énorme. Mais si on sent qu'on est accompagné, bien là, on va se dire, OK, ben non, j'ai quelqu'un qui va m'aider. Vous êtes une entreprise familiale. Parlez-nous des avantages et des défis qu'apporte travailler avec votre famille. C'est sûr que quand on travaille en famille, tu sais qu'ils ont déjà l'entreprise tatouée sur le cœur. Les désavantages, c'est tu peux avoir des non-dits, des problèmes de communication que tu n'aurais pas nécessairement avec des employés qui ne sont pas de la famille.
La proximité avec notre famille, c'est précieux. Je fais beaucoup d'heures, mais j'ai aussi la chance de pouvoir amener mes enfants. Ils ont la chance de voir leurs tatis, leurs grands-parents vraiment souvent grâce à ça aussi. Les défis, je pense, c'est de trouver chacun sa place, de respecter la place de l'autre. L'implication émotionnelle, je pense que c'est vraiment le plus grand défi. Quels sont les apprentissages que vous pouvez partager avec nous concernant une transition d'une génération à l'autre pour une entreprise familiale? Déjà prendre conscience que ça va être long, que c'est pas un processus qu'on fait sur le coin d'une table. Et à ce moment-là, je pense qu'il faut accepter de se tourner vers de l'aide, parce qu'on sait que le taux d'échec est très élevé. Au Québec, pour une première génération, c'est 2/3 qui ne passeront pas. Ce chiffre-là passe à 10 % en deuxième génération et à 3 % en troisième génération. C'est dramatique. Puis disons que nous, on n'a pas envie d'être dans les échecs. Non. C'est sûr qu'elles se complètent bien, les filles. Ça, c'est rassurant. T'en vois une qui va comme diriger les opérations quotidiennes parce que nous, il y a comme tellement de chapeaux que ça prend quelqu'un qui est multitâche. Là. Ça, on le voit bien avec Flo, puis on voit bien Marjo avec la création. T'sais. Nancy, c'est une créatrice, c'est quelqu'un qui s'inspire de tout ce qui se passe autour, de ultra sensible. Daniel, c'est un grand visionnaire qui n'a pas peur, qui voit loin. Il n'y a rien de trop gros. Quand j'ai commencé dans l'entreprise, on dirait que c'était moi qui avais moins d'ambition que lui. J'étais comme là, peut-être que c'est peut-être trop gros, c'est peut-être... Puis finalement, il a réussi quand même à nous transmettre ça à ma soeur et moi. Donc cette ambition, cette volonté de grandir, bien, on l'a maintenant. Puis on n'a plus peur.